Chers amis, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce magazine de l'écho des Tintin va être un peu différent de ce que vous aviez l'habitude d'entendre le jeudi. On va démarrer cette première partie d'émission dans la tradition, vais-je dire, puisque vous le savez, le jeudi c'est plus réservé à la partie magazine, et j'invite les gens qui travaillent auprès des joutes, sont dans le milieu des joutes, mais ne sont pas véritablement des jouteurs. En principe, disais-je, parce que dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, on va retrouver David April et Maxime Molto qui, eux, normalement, auraient dû venir mardi, mais ils étaient dans l'impossibilité, aussi bien l'un que l'autre, de venir mardi. Et donc, gentiment, Sébastien Fabre et Francis Lebaille, qui devaient participer à cette émission du jeudi, ont accepté de venir mardi pour remplacer donc nos shooters, et Maxime et David viendront donc dans la deuxième partie. Alors pour ouvrir cette première partie de magazine, j'ai à mes côtés Bernard Delpy. Bernard, bonjour tout d'abord. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Bernard, je vais te présenter en deux mots parce que tout le monde ne te connaît pas, même si beaucoup de gens qui s'intéressent à la musique, pour cela tu es un personnage incontournable. Tu es le directeur du conservatoire de musique de Sète. Alors je pèse un peu mes mots parce que tu vas partir à la retraite. Le conservatoire de musique de Sète va devenir conservatoire de musique de l'Aglopole du bassin de Thau. Je ne sais même pas comment on l'appelle maintenant. Comment ça s'appelle? Je te le dire, alors c'est déjà fait depuis 3 ans maintenant, Jacques. Ah, oh là là, c'est le conservatoire de Sète que tu as connu, et je m'en souviens très bien, est devenu le conservatoire de Sète Aglopole Méditerranée. Voilà, Sète Aglopole Méditerranée. Si François Comel m'entend, il va dire, ah, putain, il traîne les pieds encore. Mais bon, c'est pas... moi, je suis long à la comprenette. Voilà. Non, mais en même temps, c'est grâce à lui. C'est lui qui a veillé à faire redevenir ce conservatoire à caractère municipal, un conservatoire à caractère intercommunal. Il ne peut être que fier que tu aies rappelé que c'était un conservatoire municipal à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de raison. À l'époque où j'allais au conservatoire, c'est là qu'on s'est connus en plus, Bernard. Bien sûr. Il y a 40 ans en arrière presque. Exact. Mais alors moi j'étais mauvais. Moi alors je vais. On en parlait hors antenne tous les deux là, en se souvenant de notre jeunesse passée et passée. On le voit bien. Hein, on a les cheveux grisonnants maintenant, alors qu'avant on était bien bruns. Enfin, en tout cas pour moi. Et je te rappelais que moi j'avais deux professeurs. En plus ces professeurs-là m'aimaient bien. Notamment ma professeure de solfège qui s'appelait Mademoiselle Sauvé. Mademoiselle Sauvé, alors on était dans la classe avec mon frère René, donc que tu connais bien mieux que moi, puisque avec lui tu as fait de la musique plus longtemps qu'avec moi, en tout cas. Moi j'étais nul. Et Mademoiselle Sauvé, elle m'adorait. Elle m'adorait parce que moi j'étais sympa, je riais, mais alors j'avais une oreille musicale détestable. Moi tu jouais une note, tu jouais je sais pas moi la, même si c'est pas ça. Et puis si tu faisais do, tu vois, alors moi je savais même pas si ça montait ou si là je le fais exprès, je vois que ça monte. Mais si tu me faisais do, je vois que ça descend maintenant. Mais bon, avant je savais même pas quelle note c'était. Alors je regardais les mains de Mademoiselle Sauvé pour savoir, parce que le clavier je le connaissais, et je regardais où l'appuyer pour marquer la note, tu vois, quand on faisait les dictées de notes. Bon, j'étais tout le temps au premier rang, tu vois, j'étais un bon élève, j'étais au premier rang, mais au premier rang justement pour voir où l'appuyer, tu vois. Mais bon, après, quand on faisait les examens, on voyait plus le clavier. Alors là, mon ami, je mettais des notes par-ci par-là. Voilà. Donc il y avait Mademoiselle Sauvé, et comme je faisais de la guitare, j'avais Madame Florac. Voilà, qui étaient mes deux professeurs. Alors j'étais tellement nul que j'étais passé en deuxième année, et puis j'étais tellement mauvais qu'on m'avait fait redescendre
en première année, Mademoiselle Sauvé avait trouvé ça comme étant un scandale, tu vois. Bon, fait. Donc ces personnes-là, tu me disais juste avant que l'on ne débute, qui sont malheureusement décédés aujourd'hui. Ben, nous ont quitté, Jacques, mais bon, c'est toute l'histoire de ce formidable établissement. Comme tu le disais, Jacques, moi, j'en suis très fier. J'aurais servi à cette territorialité, ville de Sète, puis cette aglopole pendant 44 ans. Jacques, ce qui est énorme. Ah oui. J'ai le bonheur d'avoir, à présent, dans mes derniers élèves, si tu veux, génération 2017-2018, et j'ai eu le bonheur quelquefois de saluer de jeunes arrivants, petits-enfants de mes premiers étudiants. Petits-enfants, Jacques, les enfants, ça a été très fréquent, je dis bien petits-enfants. Vraiment, Jacques, petits-enfants. Et Jacques, je dis toujours ceci avec beaucoup d'émotion en vérité, et je le redis, une certaine fierté. Je pense que j'en ai le droit. J'avais une dérogation dans la préfecture pour enseigner. J'étais majeur quand j'avais été recruté pour un intérim de professeur de formation musicale par la ville de Sète à l'époque. Ah oui. Et donc, c'était du temps d'une gestion de Monsieur Martelly, c'était en 73-74. Jacques, donc, c'était pas hier, et des personnages comme Madame Sauvé, Mademoiselle, parce qu'on s'en rappelle leur antenne, fallait dire Mademoiselle Sauvé, qui est devenue par la suite, d'ailleurs, Madame Bournazel. Oui. Elle a connu le bonheur du mariage beaucoup plus tard. Elle tenait autant à ce qu'elle avait tenu qu'on l'appelle Madame Sauvé, à ce qu'on appelle Madame Bournazel. Mademoiselle Sauvé, oui. Et c'est des gens qui nous ont quittés, mais Jacques, sans faire preuve d'un lyrisme excessif, c'est des gens qui sont rentrés dans cette chaîne musicale, dans la symphonie du conservatoire. Bah, on peut dire cette phrase qui est belle pour l'éternité. Voilà, c'est des gens qui ont compté au moment où ils ont compté. Et j'étais très attaché, Jacques, quand tu fais une continuité de 44 ans dans un service public, notion à laquelle je suis très attaché, Jacques, ça te permet, le temps est l'architecte de l'univers, ça te permet, Jacques, d'avoir conscience des gens qui étaient là avant toi, d'apprendre à les respecter, de ne pas faire ces erreurs de jeunesse que j'ai quand même fait au début, Jacques. Tu arrives, tu penses que tout changera avec toi, que tu vas être le plus doué du groupe. Or, tu t'aperçois que ces gens apportaient déjà quelque chose, que tu as été extrêmement... Tu as eu une intelligence peut-être fine que de penser rapidement qu'il valait mieux les écouter que les critiquer. Oh oui. Et donc, c'est des gens qui, Jacques, ont marqué la preuve. Regarde, nous retrouvons autour de tes micros et nous savons parler de ces personnes-là avec respect. Donc, elles ont été ô combien nécessaires à cette longue symphonie de l'établissement. Mais c'est extraordinaire. Sans ces 44 ans de présence, Jacques, je n'aurais pas pu savoir le passé, le présent, et deviner le futur de cet établissement. Oui, mais en plus, Bernard, la musique, alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'avoue humblement que on fait la différence entre la musique classique, le jazz. Il y a plusieurs musiques, mais ce qu'il faut bien dire et bien faire comprendre à nos auditeurs, c'est que quelle que soit l'interprétation que l'on donne, la musique se joue avec des notes qui font de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Point. Voilà. Et ça ne sera pas de ça. Bien sûr, Jacques, tu sais, le divin Mozart, tout le monde connaît ce nom. Le divin Mozart, rassure-toi, je ne vais absolument pas parler de musique exclusivement classique, bien au contraire, tu vas voir. Mozart avait cette phrase qu'on lui accorde, on ne saura jamais historiquement si elle est vraiment de lui, mais je la trouve très belle. Il aurait dit très jeune, je mets entre elles des notes qui s'aiment. D'où le mélodiste quasi exceptionnel qu'il fut. Jacques, mais pour répondre complètement à ta question, la musique est une science en vérité du rêve, de l'esprit, de l'évasion et je dirais de la liberté. Tu vois, sans sortir de ta question et de notre sujet, sans créer une quelconque polémique ou répondre à des polémiques, le choix du nom de ce futur conservatoire, par exemple Manita de Plata, pas seulement Jacques parce qu'il est né à quelques mètres du futur conservatoire Quai des Moulins, parce que pour moi au contraire symboliquement c'est un garçon qui représente la musique en liberté. Parce que le nouveau conservatoire s'appellera Manita de Plata. Et Jacques, je vais te dire, mais Jacques, je te le dis, bon, il y a des gens ont complètement le droit. Tu sais, moi, quand quelqu'un est d'un avis différent de moi, loin de m'appauvrir, il m'enrichit. Mais donc, absolument pas pour répondre ou pour enrichir ou nourrir une polémique
que moi je trouve stérile d'ailleurs. C'est se rappeler peut-être que d'ailleurs, ce garçon, s'il était né, puisqu'il est né à quelques mètres du nouvel établissement, s'il était né avec une académie, telle qu'un conservatoire, à quelques mètres de lui, peut-être son destin d'artiste en eût été changé. Alors peut-être Jacques, il en aurait été appauvri, parce qu'il aurait perdu cet esprit spontané qu'ont les autodidactes. Mais il aurait peut-être été un petit peu plus riche aussi de quelques grilles. Tu sais que c'est le nom habituel qu'on donne à des systèmes d'enchaînement d'accords. Bon, Django Reinhardt a toujours, par exemple, regretté de ne pas être un petit peu plus instruit sur l'académie musicale. Django Reinhardt, dont je me permets de rappeler, Jacques, qu'il accueillit Manita de Plata à Paris pendant la guerre. Car Manita de Plata s'était fait arrêter par la Wehrmacht, Dieu merci, à Lunel. Et sur des sons de guitare, il paraît qu'ils étaient époustouflés, eux aussi, de sa dynamique, de sa rythmique et de ce jeu très gitan en vérité. Ils l'ont laissé partir, alors que s'il était tombé sur des nazis, c'eût été complètement différent. Ouais. Puis c'est rappelé aussi, Jacques, qu'en 65, par sa notoriété, 93 millions d'albums de disques vendus. Alors quand on n'aime pas, au moins qu'on respecte cela, qu'on respecte les 93 millions qu'il écoute. Et Jacques, grâce à sa notoriété, il avait rencontré le secrétaire général de l'ONU au cours de concerts à New York. Il avait pu faire reconnaître la nation gitane. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Peu de gens le savent. Donc, Jacques, c'était le... Tu me pardonneras cette petite parenthèse. Dans mon émission, on ne fait que des parenthèses. C'était pour répondre véritablement à ta question. Sache à quel point, et je te fais part de mon honnêteté intellectuelle connue de tous en vérité. J'aime toutes les musiques, Jacques. J'ai rencontré des garçons extraordinaires autodidactes, que ça soit dans le milieu des musiques gitanes, que ça soit dans le milieu des musiques contemporaines, des grandes musiques classiques, des chefs de très haut niveau, plus comment dirais-je, compétents dans le romantisme, tu le sens, des très grands chefs. Tu vois, un chef avec qui j'ai eu l'immense bonheur de jouer, Georges Prêtre, un immense chef français qui nous a quittés récemment. J'avais fait des séries de Strauss avec lui. C'est un garçon, Jacques, qui vivait, qui sentait la musique. D'autres chefs m'ont peut-être un petit peu moins apporté à moi, mais apporté davantage à des collègues de pupitre, parce qu'ils étaient plus à l'aise dans des œuvres qui me touchaient moins, comme le baroque, tu vois, par exemple, qui me pour des raisons peut-être liées à mon instrument, le corps, où on est moins sollicité dans le répertoire baroque, Jacques. Mais la musique est ce langage universel, tu le sais. Absolument. Des phrases sublimes ont été dites par Nietzsche, donc je vais quand même la répéter à tes auditeurs. Sans la musique, la vie serait une erreur, mais peut-être une phrase plus importante et plus magique que celle-là. Jacques, si je puis me permettre, si tu veux connaître la vie d'un peuple, écoute sa musique. Et Jacques, quand tout à l'heure nous parlerons de cela, puisque tous tes auditeurs et amis sont aussi très, très proches et très amoureux de la joute languedocienne, peux-tu me citer une fête, un moment de bonheur, de partage, même malheureusement dans les deuils, mais qui reste des partages d'amitié et d'adieu? Veux-tu me dire un seul moment de notre vie, et quel que soit le continent de notre planète, qui ne soit pas relégué et fêté par la musique ou souligné par la musique? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Jacques. J'ai toujours remercié le destin. Tu le sais très bien, je suis d'une famille de musiciens, mais moi je qualifie toujours une famille d'ouvriers musiciens. Mon papa était corniste, il a été mon professeur de corps, c'est après devenu mon collègue de pupitre. Bon, c'est mon héros. Sache que c'est mon héros, c'est personne qui représente énormément de choses pour moi. Mais j'ai eu cette grande chance d'être né dans ce berceau-là, avec des fées autour de moi qui portaient le nom, tu le disais, de Do, Mi, Fa, Ré, Sol. Tu en avais même des petits intrus qui disaient, moi je suis pas Fa, je suis Fa, dièse. Un autre qui arrivait qui disait, moi je suis pas là, je suis là, bémol. Et donc, Jacques, ça c'est un bonheur que beaucoup d'autres humains n'ont pas, que de partager, que de s'évader autour de ça. Et Jacques, tu vois, quand tu peux des fois traverser des océans, faire des kilomètres et des kilomètres. Si tu arrives même dans des favelas ou autres, si tu fais pop-pop-pop-pim, je suis presque certain qu'il y aura toujours quelqu'un dans un coin qui est capable de te répondre ta-ta-ta-ta. Et Jacques, même s'il ne sait pas que c'est la 5e de Beethoven, lutte mineure, ça fait rien. Il a gardé ce graphisme de 3 brèves, une longue, de cette petite distance
me disait tout à l'heure, Bernard, je me rappelais pas, enfin, j'arrivais pas à identifier si elle descendait, Madame Zoé, donc tu trichais en regardant les notes. J'espère que les élèves n'ont pas entendu ça, parce que c'est surtout ce qu'il faut jamais faire, peu importe. À Jacques, à toi, je tape sous, je te pardonne. Merci. Mais donc Jacques, voilà, c'est cette faculté, c'est la musique, c'est ça, Jacques, Oui. c'est ce langage universel où tu crées l'émotion chez l'humain, et ça n'a pas de prix. Et Jacques, tu vois, par exemple, de nouveau, ne crois pas, ça fait 2 fois que je m'excuse pour ne pas créer, comment dirais-je, ou avoir un discours lié à une polémique. L'art pictural, Jacques, je vais te prendre, par exemple, il y a un tableau qui m'a toujours fasciné. La ronde de nuit de Rembrandt. Bon, alors je pourrais te dire les ocres jaunes, bon. Mais au-delà de ça, Jacques, on peut en parler tous les deux, par exemple, si nous ouvrons un livre où il y a la ronde de nuit de Rembrandt. Ou si tu la connais, on va parler tous les deux du pommeau de l'épée, de la lanterne de Sidonie. Mais l'émotion de ce tableau sublime est quand même figée. Tu peux t'évader en le regardant, tu peux imaginer que la scène va continuer, mais c'est quand même figé, Jacques. La musique ne l'est jamais. Tu l'emportes avec toi, tu chantes dans ton cœur, tu as une mélodie dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, voilà. Absolument. Mais alors moi je vais pas faire, puis en plus c'est pas l'objet, mais moi je dis que toutes ces choses-là sont des arts, que ce soit la peinture, la photographie, la musique. Chacun peut voir, peut interpréter, peut découvrir, peut apprécier. Tu vois Bernard, alors toi tu es un musicien, tu es un mélomane, tu vois, chose que moi je ne suis pas. Et autant il y a des musiques dites classiques qui vont hop, m'interpeller ou alors me laisser totalement indifférent, mais une musique, on l'entend, elle interpelle, elle vit, tu vois ce que je veux dire? Mais complètement, Jacques, c'est un art vivant. Tu avais au combien raison de rappeler que tous les arts, bien sûr, en plus, tous, Jacques, éloignent de la barbarie, et par les temps que nous vivons, tous les arts rassemblent. Oui. Et bon, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait que l'arme la plus puissante, c'est l'instruction contre la barbarie. Et nous l'évoquerons, Jacques, puisque tu me fais l'amitié d'une invitation, et je suis avant tout un pédagogue. Donc je suis quelqu'un qui, bien modestement, a toujours essayé d'instruire. Mais comme tu le rappelais justement, tous les arts sont des barrières. Quand tu communies autour d'une peinture, quand tu communies autour d'une sculpture, quand tu communies autour de n'importe quel art, n'oublions pas aussi la chorégraphie qui pourrait être... Absolument. Elle est souvent d'ailleurs soutenue par la musique, mais même si elle ne l'était pas, rarement les gens qui vivent ça pleinement promènent avec des kalachnikovs. Oui. Et alors, pour faire un rapproché avec la raison pour laquelle on a entamé, j'aimerais qu'on termine la première partie là, par laquelle on est entré, par la porte par laquelle on s'est introduit dans le conservatoire. Le conservatoire, tel que les petits Sétois anciens, comme moi, ou encore plus anciens l'ont connu, c'était à la rue Lacan, à la Perrière, là-bas, pour ceux qui connaissent cette, ou vulgairement parlant, en haut du marché aux poissons, pour ceux qui connaissent moins cette, ou la Perrière qui ne voit pas où c'est, voilà, derrière la marine, on va dire, voilà, dans les bas du quartier haut. Donc là, où il y a maintenant le tribunal. C'était là d'ailleurs moi je sais pas s'il y en avait un autre lieu avant, mais moi je l'ai toujours connu là à l'époque, le conservatoire. Et après le conservatoire est parti à la rue Jean Moulin, là où il y avait avant le collège Jean Moulin, avant qu'il ne parte lui au Barou. Et donc le conservatoire est venu dans les locaux de l'ancien collège Jean Moulin, et il va déménager, donc tu nous l'as dit, en septembre 2019. La rentrée des petits musiciens se fera
à côté de chez nous, là où nous sommes, au Quai des Moulins, dans cette magnifique bâtisse qui est en train de prendre place, donc dans le conservatoire Manita des Plates, et ça sera donc pour moi le troisième endroit à Sète où il y aura comment dire, bâtiment où on enseignera la musique. Bon, tu seras plus là pour le découvrir, mais je pense que le jour où l'inauguration se fera, on te rappellera pour te dire bon, mais viens quand même voir un peu comment c'est foutu, parce que bon, pour 44 ans dans l'enseignement de la musique, on va pas te laisser sur le bord de la touche un jour comme ça. Hein. Je suppose que tu seras pas oublié. Mais ce sont bien ces trois lieux là qui. Bien sûr, Jacques. Moi, j'en connais pas d'autres. Peut-être, Jacques, peut-être. Il me semble que j'avais ouï dire que il y avait peut-être un établissement ailleurs avant celui que nous avons connu, toi et moi. Mais moi, quand j'étais recruté, que j'avais fait l'intérim, donc dans l'année scolaire 73-74, avant d'être recruté sur concours, l'année scolaire 74-75, Jacques, j'ai donc connu la rue Lacan, où nous étions en vérité déjà. Moi, j'étais un jeune enseignant très heureux. Dans ce lieu qui me paraissait déjà... je n'en voyais même pas l'existence, Jacques, honnêtement. C'était le bonheur d'enseigner. J'avais les hauts niveaux de formation musicale, dont la première année, ton frère, René, vraiment très très brillant, excellent flûtiste, si je me rappelle bien. Et donc, contrairement à tes petites hésitations à toi, extrêmement doué en audition et en musique pure, en vérité. Et donc, Jacques, j'ai travaillé à la rue Lacan, où nous étions une jauge de 230 élèves, Jacques. Ouais. Nous sommes partis déjà parce que il y avait déjà des frémissements d'une demande supplémentaire lors des inscriptions. Donc, la mairie de cette époque-là a transféré le conservatoire à la rue Jean Moulin, qui était le 21 bis à l'époque, maintenant, pour des raisons de stratégie de poste et certainement de recalibrage des rues, enfin d'avoir changé les numéros, c'est le 23-25 rue Jean Moulin. Et là, Jacques, bon, on est arrivé à amplifier les effectifs du conservatoire, ce qui était nécessaire. À un moment donné, il y a eu des petites difficultés, chacun a su se remettre en question. J'en ai été... quelque part, Jacques Heureux est un des bénéficiaires, puisque c'est au cours d'une inspection dans les années 85 où le conservatoire n'allait pas trop bien, et la municipalité de l'époque avait demandé une inspection, et nous aurions pu être en danger. Et Jacques, j'avais pris ça sur les conseils de mon papa très au sérieux. Pourtant, je restais jeune quelque part, Jacques, en 85, puisque je suis de 57, mais j'avais pris ça très au sérieux. Il avait énormément travaillé avec une très belle classe de formation musicale. Je faisais déjà les cours de corps, donc mon instrument. Et bon, l'inspecteur descendant de Paris avait conseillé au cours de cette inspection que l'on me nomme directeur adjoint. Jacques, et c'est là qu'a basculé un petit peu mon destin entre simplement musicien d'orchestre à l'époque et pédagogue de discipline comme la formation musicale, qui est le solfège, hein, Jacques, pour tes auditeurs, et le corps, qui est mon instrument. Et d'un seul coup, avoir cette ambition, je le dis bien, cette ambition que j'assume, mais Jacques, il y a une part d'ego. Quand tu veux être directeur, arrêtons de dire tout et son contraire. Quand tu veux être un leader, c'est que quelque chose en toi te pousse, Dieu merci, pas une prétention illégitime, du moins je ne le crois pas. Il y a peut-être un peu de ça au fond de ta démarche, mais c'est pas ce que je voulais voir à cette époque-là. Je voulais voir que je pensais vraiment, j'aimais déjà, Jacques, je te prie de le croire, j'aimais déjà cette ville dont j'ai été, Jacques, toujours amoureux. C'est facile de dire ça. En même temps, 44 ans plaide pour ma bonne foi. Tu ne restes pas 44 ans dans un endroit dont tu n'es pas tombé amoureux. Absolument. Donc c'est un long mariage d'amour en vérité avec cette ville. Et maintenant avec cette Aglopole Méditerranée de la même manière, puisque j'ai suivi un premier magistrat avec qui j'ai un immense bonheur de collaborer. Et donc, Jacques, on a continué, Dieu merci, enfin nous avons réagi. On a attaqué un recrutement plus intensif où des enfants venaient rencontrer plus de disciplines que j'avais un petit peu créé, Jacques, ou que je poussais à créer. Et Jacques, on va quitter maintenant ces locaux avec la merveilleuse aventure de cette Aglopole Méditerranée où, Jacques, si tu ne le sais pas, je t'en informe, on est maintenant main dans la main avec l'ancienne école municipale de Frontignan, qui rentre en intérêt communautaire, où un travail remarquable a été fait grâce à son directeur et puis toute son équipe de talent. Mais son directeur, Georges Lucernia, qui est un ancien disciple de ton ami Bernard, qui est un ancien élève à moi du Conservatoire de Sète. C'est l'occasion aussi de rappeler à tes auditeurs, Jacques, que
pas moins de 17 enseignants du Conservatoire de Sète sont d'anciens lauréats du Conservatoire de Sète. Donc j'ai entretenu ce système très familial. Pourquoi, Jacques? Parce que j'ai pensé c'est une ville qui aime qui elle est, ce qu'elle est. Et je ne dis pas qu'un Parisien, un Ajaxien ou un Strasbourgeois ne serait pas un excellent. Il y a un excellent prof de clarinette, par exemple, qui vient de Charleville-Mézières, très jeune et très talentueux. Donc il doit se régaler, parce que de la pluie des Ardennes au soleil de Sète... Entre les sangliers et les dorades, il y en a... Exactement. Mais mon cher Jacques, donc bien évidemment, n'importe quel talent peut travailler à Sète. Mais je voulais entretenir, Jacques, c'est ma manière d'être aussi avec mes étudiants, certainement tu l'as entendu dire, je l'assume. J'ai horreur qu'on dise paternaliste parce que pour moi c'est péjoratif. Mais je suis très paternel et ça je l'assume. Voilà. Chaque enfant pour moi est un joyau. Si tu veux, quand les parents, j'ai connu beaucoup de parents de Mozart, Jacques, peu de Mozart, mais des parents de Mozart, j'en ai connu. Mais en revanche, ils m'ont confié leur enfant. Et ça, faut que j'en sois toujours digne. Est-ce que parmi les élèves qui ont été scolarisés, on peut dire scolarisés, même si oui. qui sont venus du moins apprendre ou se familiariser ou faire un bout de leur vie avec un instrument, est-ce que tu sais s'il y en a qui ont fait carrière après Jacques, il y a énormément... Ça me citait... Non, Jacques, il y a énormément de jeunes filles devenues femmes, bien évidemment, et de jeunes gens qui sont devenus des artistes solistes d'orchestre ou excellents musiciens d'orchestre ou excellents pédagogues dans des conservatoires plus huppés que le Conservatoire de Sète, c'est-à-dire ils sont enseignants de DCRR. On a une ancienne professeure de chant qui avait été notre étudiante et qui est quand même une des profs de chant du sud de Paris. Donc Jacques, c'est plein de bonheur et plein de succès comme ça. Mais Jacques, donc, je réponds à ta question. Bien sûr que nous avons formé l'élite. Mais Jacques, je vais te dire de manière très sincère, c'est pas le plus grand bonheur de ma vie de directeur. Mon plus grand bonheur, c'est d'avoir formé des hommes et des femmes dont j'ai parfois, Jacques, rectifié, comment dirais-je, l'équilibre d'une vie. Ou parfois des adolescents, ça leur arrive souvent, Jacques, peuvent être en difficulté, Dieu merci, plus morale que autre. Mais le nombre d'heures et de complicité que j'ai passé dans mon bureau à toujours les écouter, à les conseiller, toujours dans un même sens, Jacques, le respect de leurs parents quand même, le respect des institutions, pas forcément de la mienne, des institutions. Le respect, on en parlera à travers les joutes tout à l'heure, des traditions qui ne sont absolument pas incompatibles avec les progrès de la science. Absolument. Et donc, Jacques, voilà. Et, autour de ça, Jacques, bien sûr, maintenant, je te disais, ces 1500 élèves qui vont être, comme tu le disais, dans ce magnifique établissement que notre président François Comène appelle son navire amiral, je trouve la formule très belle. Les aventures vont continuer, Jacques, mais quelle fierté d'avoir fait partir un beau bateau-bœuf. Oui. Je prendrai cette image pour arriver au navire amiral. Un bateau-bœuf avec une embarcation solide, respectable, mais quelques marins, un équipage d'officiers, sous-officiers réduit. Et maintenant, les voilures, la puissance des moteurs d'un navire amiral, pour reprendre l'expression de mon président, je trouve, Jacques, que l'aventure a été belle. Et voilà, c'est tout. Dans cet établissement qu'on a connu à la rue Lacan, qui maintenant est à la rue Jean Moulin et qui va venir au quai des Moulins, il y a, est-ce que tous les instruments sont enseignés? Alors, Jacques, dans la prochaine structure, je n'ai pas besoin de te dire que l'ambition que souhaite François Comène, c'est d'obtenir aussi un agrément encore plus huppé de son établissement, c'est-à-dire il pourrait devenir un conservatoire à rayonnement départemental, sachant qu'actuellement il est à rayonnement intercommunal, donc il pourrait y avoir une aide financière de l'État, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est l'occasion de rappeler à tes auditeurs que les contribuables de Sète dans le premier temps, puis maintenant de Sète Aglopole, sont les seuls bailleurs de fonds pour soutenir cet établissement. L'occasion, Jacques, de rappeler quelque chose auquel je tiens énormément. Et je trouve que tes auditeurs doivent l'entendre, ça. Parce que
quand je parlais de mes fiertés, c'est ma première fierté, d'avoir été écouté par les premiers magistrats successifs de Sète, et puis sur les mandats successifs de François Comène et à son avènement de président de l'Aglo, bien humblement, quand je leur demandais de m'écouter sur le tarif pour entrer dans l'établissement, Jacques, j'ai toujours été écouté, soutenu par ces premiers magistrats, et je leur en suis à tous très reconnaissant. Et peut-être avec une mention tout à fait spéciale à François Comène. Pourquoi ? Parce que Jacques, on est vraiment le seul, on l'a appris, lui et moi, en présence de l'inspectrice de l'enseignement musical dans les bureaux du ministère de la Culture il y a tout juste un an. Nous sommes, tes auditeurs le sont à travers moi, nous sommes l'établissement le moins cher d'enseignement musical de France. C'est ça, Jacques, hein, au-delà des grandes déclarations d'intention de nos dirigeants politiques, je trouve que là le message est fort, comme les subventions dont nous parlerons tout à l'heure, qui vont être accordées à des sociétés de joutes pour maintenir l'accompagnement musical de leurs activités. Jacques, c'est de permettre à des enfants de milieux très humbles de rentrer dans un établissement où il y a des professeurs, somme toute compétents, voire très compétents, Jacques. C'est prêter les instruments pendant des années, Jacques. Je n'ai jamais empêché un enfant de pratiquer un instrument parce que les parents ne pouvaient pas acheter un vinyle. Si quelqu'un avait à te dire qu'il soit ton invité à ton micro et qu'il me traite de menteur. Non, mais Jacques, ça n'est jamais arrivé. Je ne doute pas de ta confiance à toi, mais je veux dire, pour dire quelque chose d'aussi important, ne serait-ce que par respect pour toi, je ne dirais pas quelque chose d'aussi formel si je n'étais pas sûr de ce que j'annonce. Jamais. Et ça, je n'ai pu le faire que grâce à ce taux très accessible d'entrée dans l'établissement. C'est tout à fait remarquable, Jacques. Et donc, je rebondis sur ta vraie question, Jacques. Dans le nouvel établissement, nous allons avoir enfin suffisamment de locaux pour créer des disciplines. Tu vois, par exemple, dans les bois, sans importuner tes auditeurs, mais nous n'avons pas le hautbois classique, justement, symphonique. Nous n'avons pas le vrai hautbois, entre guillemets. Il y a le languedocien, nous en parlerons, mais il n'y a pas le hautbois. Nous n'avons pas le vrai basson. Si tu veux, les disciplines un petit peu moins demandées. Jacques, nous n'avons pas l'harpe, nous n'avons pas la contrebasse. Donc des instruments qui seront quand même essentiels pour les aventures d'orchestre symphonique ou autres qui seront créés, ou même dans les formations de jazz et autres, Jacques. Donc tout ceci verra le jour dans les 5-10 ans qui arrivent avec l'avènement de ce nouvel établissement. Mais Jacques, des flashs comme ça, avec ta permission que je vais énoncer. D'avoir eu le bonheur de diriger personnellement en tant que chef d'orchestre une formidable classe, je te l'affirme, une formidable classe d'orchestre symphonique dès que je suis arrivé directeur, de 1993 à 2000, qui vraiment était d'un niveau très 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 compétitif. D'avoir créé avec mon ami Jean-Paul Galli, par son talent de musicien de scène, la première classe, on peut le dire, Jacques, de chant de variété. Ça ne se pratiquait pas, Jacques. Ah bon? J'ai créé la première classe grâce au talent de Jean-Paul. J'avais le garçon de la situation et j'ai créé à ses côtés la première classe de chant variété. Personne ne l'avait fait en France. Tout le monde, ça s'est dit, tout le monde. Et on remplissait, Jacques, le théâtre Molière dans les fabuleux spectacles de Jean-Paul. On remplissait le théâtre Molière en fin d'année. Peu de spectacles, je m'excuse, ont un tel succès. Oui. Tu vois, Jacques, oui, ça, je trouve que c'est vraiment des choses extraordinaires, Jacques. Et on aura le fil conducteur pour ton public un petit peu plus aficionados de joute languedocienne. J'ai effectivement, dès 93, tenu à rencontrer. J'avais le bonheur, Jacques, d'avoir une maison familiale dans les Cévennes, à Saint-Martial, qui faisait une fête avec les hautbois. On vient petit à petit vers les choses. On y viendra, non mais Jacques, on y arrive, allez-y. On pourra revenir sur continue parce qu'on y arrive, alors voilà. On y arrive. Mais Jacques, c'était l'occasion, il fêtait la Saint-Blaise, qui était retrouvée, des anciennes, tu sais, autour bien sûr de la châtaigne reine dans ce domaine-là. C'est en février, non, je crois. Oui, là, hein, et donc je revoyais des amis, on était déjà amis dans la vie privée avec Jean-Louis Ardoni, je connaissais Alain, pour te dire que le monde est petit, Alain Charrier, mon professeur de bois, on s'était connus au conservatoire de Montpellier, il apprenait le basson, alors que moi j'étais professeur de corps, malheureusement Jacques, pour remplacer mon papa très gravement malade et qui n'avait plus les forces physiques d'être le prof de corps de Montpellier. Mais donc Jacques, je connaissais ses amis. Étant amoureux de la ville de Sète, je te l'ai dit.
il me paraissait impensable. Je savais, Jacques, Alain te le confirmerait, des garçons d'immense talent comme Philippe Carcassès, j'ai besoin de citer Philippe, tous ces gens, Daniel Tournevis, tout le monde te confirmerait qu'en 70, il y a eu un danger. Quand Michel Billot, qui était un ami aussi, élève du conservatoire de Montpellier à l'époque, lauréat prix de hautbois classique, ami donc de mon papa et de ma maman, qui eux-mêmes faisaient leurs études avant de mon papa devenir professeur là-bas. Mais Jacques, quelque part, il y avait trop d'éléments en communion autour de moi. Et donc, je pensais que, sachant que cette musique pouvait être en difficulté, Jacques, j'ai pensé qu'il était utile qu'une institution officielle, laïque, républicaine, un conservatoire, payé par l'argent des contribuables, c'est toi à l'époque, maintenant de cet aglo, puisse être le relais de l'instruction pour que, si tradition en danger il y avait, elle ne puisse pas être en danger, elle puisse être pérennisée. Alors tu as encore des tas de jeunes oboïstes ou de jeunes tambours qui jouent merveilleusement sans passer par le conservatoire de Sète. Oui. Dieu merci, Jacques. Mais c'est un bonheur que de leur donner pour, Jacques, aux alentours de 60 € par an, la possibilité de rentrer dans un établissement et de travailler avec des artistes comme Alain Charrier, Daniel Tournevis, Jean-Louis Ordoni. Qui sont tous des profs au conservatoire. Enfin, non, Philippe, alors, il n'est pas prof. Philippe n'est pas chez nous, puisque tu sais que je crois que Philippe est enseignant par ailleurs. Je crois que Philippe est un mais je crois que maintenant il a délaissé l'enseignement pour se mettre. Tout à fait. Mais Philippe a tout à fait les compétences pour être un enseignant. Nous avions pris Alain pour une raison très simple. D'ailleurs, j'avais eu le bonheur de pas du tout m'en expliquer avec Philippe. Philippe est un garçon tellement courtois qu'il ne m'a jamais demandé d'explication. Simplement, j'avais tenu à dire à Philippe que mon choix se portait sur Alain, parce que Alain, je l'avais peut-être dit tout à l'heure, et si je me répète, je m'en excuse auprès de tes auditeurs, Jacques, Alain était le seul oboïste à cette époque-là, titulaire du DE, du diplôme d'État reconnu par le ministère pour enseigner. Et d'ailleurs, on a organisé des premiers stages au conservatoire de Sète avec un garçon d'un dynamisme incroyable, Philippe Fanise. Et donc, pareil, Jacques, comme je t'ai dit que nous avons été le premier conservatoire à créer une classe de chant variété, ben je te le dis, Jacques avait beaucoup de fierté, hormis le conservatoire occitan de Toulouse, de Xavier Vidal, qui est un personnage extraordinaire avec qui j'ai eu le bonheur de travailler à Escalacette cette année, qui est un garçon, c'est monsieur science de la musique occitane, mais hormis eux, et quand même qu'on puisse être qu'après Toulouse, on n'a pas à rougir, Jacques. Ah non, quand même, c'est là où se situe la croix de Languedoc sur le Capitole. Restons quand même modestes. Mais on a créé la première classe de musique traditionnelle. Jacques. Et donc, il y avait, dans cette classe de musique traditionnelle, il y avait l'enseignement du hautbois du Languedoc fait par Alain Charrier. Tout à fait. Et le tambour, avec Jean-Louis Ardoni, qui était à ta place la semaine dernière, qui est venu nous parler, qui nous a donné un avant-goût de ce que tu Bien sûr, Jacques, le tambourinette, comme on dit dans nos amis occitans. Non, mais j'y tiens, Jacques. Si tu veux, on dit le tambour de barque. Mais Jean-Louis, qui était pour moi, alors, pour rester dans cette même lignée, ne jamais mentir, Jacques. Jean-Louis, tu connais trop ce garçon qui est un artiste né, qui est un garçon d'une faconde, d'une gentillesse, et puis en plus, moi je le sais, d'une fidélité en amitié assez exceptionnelle. Mais Jean-Louis était pour moi le garçon de la situation, même s'il n'était pas diplômé. Pourquoi? Ben ça rejoint un petit peu, si tu m'en donnes la permission, un Manita des Plata. Exactement. Pour moi, c'est le garçon autodidacte. Jean-Louis est moins connu parce qu'il n'a pas vendu 93 millions de disques. Parce que d'abord, ça ne l'intéressait pas à l'époque. Il n'a jamais été comme ça. Mais Manita ne l'aurait pas été non plus. C'est une situation qui a fait, c'est des Cocteau, des Bardot et tout ça qui en ont fait le garçon qu'il est devenu. Puis Clergue, son immense ami peintre, qui d'ailleurs l'a présenté aux têtes couronnées. Mais Jacques, c'était l'occasion de créer avec deux artistes remarquables. Jean-Louis, honnêtement, Alain est un formidable oboïste, excellent musicien, mais comme Philippe Carcassel et des garçons comme Philippe Neveu et bien d'autres que j'oublie, Laurent Audemars et d'autres. Mais Jean-Louis, quand il pique, tu me passeras cette expression qui se dit pour n'importe qui tape le tambour, on dit piquer le tambour. Jean-Louis a un phrasé, un chaloupé, que je n'ai jamais entendu. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les autres. Daniel Tournevis est un garçon que je respecte énormément, qui me fait un travail remarquable au Conservatoire de Sète, qui est un excellent joueur de tambour. Mais pour moi, et il ne m'en voudra pas que je dise cela, Daniel, Jean-Louis, c'est ce plus qui s'apprend pas. Jacques, c'est le garçon qu'il est, comme d'ailleurs tous les artistes quand ils jouent. Jean-Louis joue du tambour comme il est. C'est-à-dire, rien n'est calculé, tout est spontané, mais coule dans ses veines
le sang de la tradition, et ça, tu ne l'apprends pas, Jacques. Ouais, ah oui, non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est le duende. C'est le duende, comme disent les Espagnols. Tu vois, pas le neveu de Touette, t'es pas le fils de ton père, par hasard. Exactement. Voilà. Il est Jean-Louis Zardoni, donc je devrais dire Jean-Louis Zardoni 2 fois junior. Tu vois ce que je veux dire? S'il était footballeur, on mettrait JR multiplié par 2 dans le maillot, dans le dos. Voilà. Il y avait Touette, il y a eu le papa et il y a Jean-Louis. Bernard, si je t'ai demandé d'être avec nous dans notre émission de l'Écho des Tintaines, c'est parce que demain va également être signée une comment dire, une convention de partenariat, comment on peut oui, la qualifier? Jacques, peu importe le véritable intitulé, je crois que la démarche est sensationnelle et sans me faire du tout, Jacques, du prosélytisme. Puis j'ai peut-être un petit peu, comme tu le rappelais, je suis un très très jeune retraité, définitivement retraité le 1er octobre. J'ai peut-être le droit de quitter un petit peu mon devoir de réserve auquel j'ai toujours été attaché en active. Mais je peux dire de manière un petit peu plus libre combien je suis reconnaissant à François Comène de cette initiative et je vais t'en donner raison, Jacques, qui me paraissent non discutables, objectives. Nul ne pourrait ignorer que c'est quand même un garçon de culture. Il y a beaucoup de subventions qui est données à la scène nationale, ce conservatoire qui a été parfaite évolution, les médiathèques, etc., etc. Bon, Jacques, c'est donc un homme de culture. Mais de là, Jacques, à vouloir aussi apporter une aide avec de l'argent public, qu'on le veuille ou non, à des sociétés de joute parce que la joute languedocienne est quelque part l'âme sportive historique du bassin de Thau, Jacques, avec une capitale que je pense ni nos amis ventrebleux de Frontignan ou autres peuvent nous contester, puisque tout le monde se rejoint à la Saint-Louis, dont la Saint-Louis est 7. Alors je dirais pas la cathédrale parce que ce serait des propos liés au sacré, mais nous dirons la capitale bien modeste de la joute languedocienne. Et Jacques, une nouvelle fois, comme je rendais hommage à François Comène d'avoir veillé à avoir un tarif très accessible au conservatoire, le moins cher de France, c'est aussi, Jacques, aider au-delà des mots. Tu peux réunir des sociétés de joute, tu peux leur demander, tu peux aider une école de joute, tu peux aider telle société. Là, il y a quelque chose qui va être fait de manière collective. Je trouve ça sensationnel. De vouloir, Jacques, si certains, j'ai ouï dire qu'il pourrait y avoir, Jacques, avec ta permission, je vais juste faire le parallèle avec une autre tradition à laquelle je suis très attaché. Tu sais que moi, voilà pourquoi je parle toujours avec beaucoup de pudeur des joutes, parce que vous m'avez appris à les aimer et je n'ai jamais prétendu être l'un des vôtres, Jacques. Vous m'avez toujours ô combien, je le dis, aimé, laissez-toi, mais moi je suis montpelliérain et je n'ai pas à dire que, d'abord, je suis jamais monté sur une tintaine. Très honnêtement, je suis en admiration devant la violence des chocs des lourds, mais même l'agilité des moyens. J'adore voir les petits, je trouve que c'est très émouvant et tout ça. Mais Jacques, il pourrait y avoir l'autre tradition que j'aime, celle-là pour l'avoir pratiquée, modestement, mais pour l'avoir pratiquée, c'est la bouvine camarguaise. Donc pour tes auditeurs, à ne pas confondre, je parle vraiment du taureau camarguais, qui est seigneur de Camargue, la course camarguaise, pas du tout la tradition taurine espagnole sur laquelle je ne veux pas m'étendre. Je parle du taureau roi, c'est-à-dire celui dont la noblesse est respectée dans tous les terroirs de Provence et de Languedoc. Et Jacques, oui, il y a l'évolution des raseteurs, ou pour des raisons d'argent, Dieu merci les jouteurs, il n'y a pas d'engagement financier, sans quoi il pourrait y avoir des dérives assez dangereuses. Oui. Les raseteurs ont perdu, moi je suis un inconditionnel de génération de l'immense raseteur qui a été Patrick Castro face à l'immense taureau de Paul-Henri Laurent, le très célèbre Goya. Jacques, à l'époque, il y avait d'autres mentalités, il y avait d'autres amitiés, d'autres respects. Si j'entends dire parfois que dans les joutes on pourrait penser qu'il n'y aurait pas tout à fait le même envie, le même engouement essaimé, il appartient, grâce à des rendez-vous comme demain, Jacques, autour de François Comène, de toujours veiller. Je dirais peut-être cette phrase de demain, et je la livre peut-être avec ta permission en scoop à tes auditeurs. Votre formule cabalistique magique qui dit, Jacques, en tout début des tournois, en avant partout. Pour moi, c'est en avant partout, mais tous unis. Tu protèges une tradition, Jacques, quand les présidents de société, les barreurs, les rameurs, les musiciens, les jouteurs,
tout le monde a toute sa place, y compris l'artiste 1, le jouteur. Mais tous ceux-ci sont décorums, ces associés au spectacle, tous ont besoin des autres. Oui. Je peux dire historiquement, Jacques, c'est la joute languedocienne qui a sauvé le hautbois. Le hautbois disparaissait, Jacques. Petit à petit, il a disparu dans la plaine du Gard. Il a résisté dans l'Hérault, sur le Capelet, sur le Chevalet, sur l'âne de Bessan, l'âne de Bessan, Jacques. Il a résisté sur des traditions, mais il aurait disparu. Michel Biot, dont je parlais tout à l'heure, a eu l'instinct de ça, relayé avec toute l'attention d'un Philippe Carcassès et d'un Alain Charrier. Et puis de Jean-Louis et d'autres. Mais ils ont vite compris, Jacques, qu'il fallait sauver ces traditions. Et au-delà, j'ai horreur des non-dits, Jacques, que ces gens-là soient rémunérés aussi pour les tournois. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. Si bien modestement, allez, sans me faire le docte, j'ai horreur de ça, Jacques. Et c'est pas parce que tu peux, après 44 ans de carrière, être quelqu'un d'aussi insipide, insignifiant qu'à tes premiers jours. Je dirais simplement, bien modestement, bien humblement, Jacques, si j'ai un souhait à dire à tous ces amis que je respecte ô combien demain, c'est de s'unir autour de cette tradition. Elle ne vivra et perdurera. Jacques, le danger de la course camargaise, tu vois, tu n'as plus du tout de maires qui veulent organiser de vrais abrivados, parce que dorénavant, ils écartent les circuits, tu as trop de touristes qui ne connaissent pas le danger du biao quand il échappe. Exactement. Ça s'ouvre devant, tu as les jeunes charbonniers, tu sais qu'on appelle ça, les attrapailles, bon, oui. Ils écartent les chevaux, alors que c'est interdit de toucher, sache-le, l'école de cheval dans la tradition, mais Jacques, il demande dorénavant, alors tu as 20 gardiens, amateurs ou professionnels, ce qui est dangereux aussi parce que tu as des gens qui montent moins bien, donc le cheval n'a pas le comportement qu'il devrait avoir à côté du biao. Donc Jacques, ça peut nuire le public. Tu n'as pas le droit de lui en vouloir. La Saint-Louis est une fête tellement populaire, qui attire tellement de monde. Cette année, il y avait un monde assez impressionnant le lundi. Bon, tu avais peut-être des curieux parce qu'il y avait Madame la Ministre ou autre, mais Jacques, d'un seul coup, je crois qu'il y a eu un chibi assez exceptionnellement long. Tu pourras jamais gérer ce monde dans les rues, Jacques. Des papas, des mamans qui, pour faire une photo, vont traverser au milieu du... Jacques, ça, on ne l'apprécie pas. Hein. Voilà. Donc, Jacques, je pense que c'est tous unis autour de table ronde. Tu vois, demain, sous l'initiative, je le redis une nouvelle fois sans prosélytisme, parce que je le pense, je le dis, Jacques. Sur cette invitation et cette initiative de François Comène, demain, tous ces acteurs vont être réunis. C'est assez exceptionnel, en vérité. C'est l'occasion, autour certainement d'un verre de l'amitié, en fin de signature symbolique sur tout ça, Jacques, de toujours mieux se connaître, de toujours prendre conscience que les traditions ont la fragilité des belles femmes, comprends mon image, Jacques. C'est-à-dire, même si elles sont inscrites dans le temps et dans l'espace, les nouvelles générations peuvent ne pas savoir comment les respecter et les intégrer. Et Jacques, juste une idée avec ta permission, juste je conclus sur ça dans ce paragraphe, je me permettrai de conseiller ou de faire savoir à mes successeurs que j'en ai touché un mot à Alain, j'en ai touché un mot à d'autres amis, j'en toucherai peut-être un mot si j'en ai la grande chance à mon président demain, M. Comène, de demander à ses amis professionnels, alors là, pas seulement que Alain ou Daniel Tournebise, Jean-Louis, Philippe Carcassé, de venir parfois inviter au conservatoire, notamment dans les magnifiques nouveaux locaux, dans cette fameuse magnifique salle qui sera réservée avec un nom, donc je crois que Jean-Louis l'a dit, mais qui va être dédié à son oncle Ayot. Donc je trouve que c'est magnifique que le président ait validé et donné la permission que un nom d'un personnage aussi illustre de cette soit honoré et toute la musique de joute. Je crois qu'il faudrait même mettre salle Antoine Ayot dit Toët, mais c'est ce qu'on a demandé. Je pense que ça sera fait dans ce sens-là, Jacques. Il faut qu'il y ait ce côté un petit peu particulier de ça. Et Jacques, je me permets d'envoyer une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je te disais tout à l'heure, en citant Mandela, je pense que beaucoup de choses se règlent par l'instruction, Jacques. Et si de nouveau on retourne dans les conservatoires, c'est par les enfants qu'on va nouveau éduquer les parents, en leur rappelant ce qu'est la tradition de la joute languedocienne, ce qu'est la musique qui la soutient, y compris avec nos amis des Péñas, qui ont leur place, toute leur place. Absolument. Il ne faut pas penser à des rivalités. Il peut y avoir à un moment donné du piratage acoustique, où les Péñas rentrent un peu tôt, que chacun sache que dans le rituel, là c'est les hautbois. Bon, ils sont
ils sont royaux. C'est les premiers, Jacques. Tu vois ce que je veux dire? Mais en plus, une place pour tous. Et tous à sa place. Le hautbois et le tambour accompagnent les jouteurs et font partie du décorum, tu l'as bien dit, tout comme les rameurs, les barreurs, les jouteurs, qui eux sont les premiers, bien sûr. Mais les hautbois et tambours accompagnent, faut bien le dire, parce que dans la joute languedocienne, il n'y a pas que le combat. Il y a les défilés, il y a l'avant-tournoi et l'après-tournoi. Et tu vois, tu as employé tout un tas de termes depuis 50 minutes que nous discutons, parce qu'on ne sent pas le temps passer avec toi. Hein. Tu m'as dit 1 heure, Jacques, on ne va pas tenir 1 heure, et qu'est-ce qu'on va dire? Mais tu vois, on en est à 50 minutes déjà. Il y a un mot que tu n'as jamais employé, et ça me surprend que tu aies jamais employé ce mot, parce que c'est un mot que Maxime Molto, qu'on va recevoir dans un petit moment, lui a employé très souvent, et que les 2 personnes qui étaient là mardi ont régulièrement employé tout au long de l'émission, à savoir Sébastien Fabre et Francis Lebaille, qui eux sont des éducateurs comme toi. Tu es un prof, toi, mais eux, ce sont des éducateurs, et toi aussi tu es un éducateur. C'est le mot transmettre, parce que c'est une transmission de leur culture, de leur savoir. Et toi, c'est exactement ce que tu fais, et tes professeurs font. C'est la transmission de ce savoir. Alors, dans ton conservatoire, il y a la transmission de la connaissance, de la connaissance musicale, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a des garçons qui étaient en souffrance morale ou physique, ou que le destin a frappé, ou à qui tu as parlé, et par quelques mots, tu leur as donné, tu as allumé une lumière quelque part, tu vois. Et ça, c'est quelque part, c'est transmettre quelque chose, transmettre. Alors tu parlais tout à l'heure d'amour et tout ça, tout ça, c'est transmettre, et c'est donner, et c'est un échange. Et tu vois, ce mot transmettre, moi je l'aime beaucoup, parce que on transmet quelque chose, on donne quelque chose. Et dans les joutes languedociennes, alors on parlait, tu vois, tu es venu avec des mots sur la rose, sur tout un tas de gens. J'aurais aimé qu'on parle aussi de tout ça, mais après le temps nous est compté, hein, tu es un gros bavard, tu es comme moi, hein. Mais Bernard, c'est vrai que moi j'aurais aimé que tu parles aussi, tu m'as dit, quand on joue du hautbois, on joue du hautbois, et moi je fais le geste pour que mes auditeurs, ceux qui vont regarder le podcast le voient, parce que à la radio on peut pas le décrire, hein. On joue du hautbois comme ça, hein, voilà, on joue comme ça, c'est-à-dire la main gauche est en haut, la main droite est en bas. Moi naturellement je fais ça, mais la Rose ne faisait pas ça. Eh ben non. En apprenant dans les vignes du côté de Metz, c'est historique. Hein. Il semblerait que ça soit très vrai. On en a les preuves, d'abord parce qu'il a été très connu, Dieu merci de son vivant et autres. Il aime verser, comme tout bon autodidacte qui peut apprendre quelque chose. Eh ben il aime verser. Il a mis la main droite en haut, sur l'éclétage du haut, ou trou d'époque du haut, et il s'est servi de sa main gauche vers la patte des graves en bas. Donc il a joué merveilleusement bien. Et Jacques, c'est plein de trucs comme ça. Covy qui avait perdu un doigt parce qu'il était menuisier à Agde et qui jouait du saxophone, il paraît, très correctement. Il s'est mis au bois dit languedocien parce qu'il avait perdu un doigt en étant menuisier. Ah bon? Que des choses comme ça extraordinaires. T'en as d'autres anecdotes comme ça? Mais il y en a plein. Jacques, d'anecdotes, c'est rempli d'anecdotes comme ça. Mais quelques-unes, Jacques, par exemple, l'arrivée, tu le sais, la plus célèbre, ça commence par ça. L'arrivée, la fameuse valse qui est aussi dite la valse des hommes. Elle porte 2 titres. Mais l'arrivée, la valse du chef de gare. Sache qu'ils arrivaient de Villeneuve, en vérité. Oui, alors il va nous la chercher, Jean-Christophe, il va nous la trouver. Mais tu as cette fameuse arrivée extraordinaire. Tu l'as pas? Comment tu l'as pas? Elle y est sur le disque de Philippe Carcassé. Mais Jacques, tu vas nous la trouver quand même. Voilà, c'est une tradition. Mais c'est pas prêt, mais c'est de l'improvisation. Tu sais qu'avec moi, c'est que de l'improvisation. Alors tu vas la trouver. Mais c'est un formidable improvisateur. Je te laisse quelques minutes pour la trouver, le temps d'aller passer dans l'autre. Ah oui, non, mais moi je suis le champion de l'improvisation. Mais Jacques, tu vois, ça fait quoi là? Ah mais non, mais il est parti, laisse-le. Mais Jacques, par exemple, la SNCF était déjà ce qu'elle était, tu payais ton billet. Eh ben non. Cette fois-là, le chef de gare, les mecs étaient ses invités, il leur payait le billet quand ils arrivaient
de Villeneuve. Ah ouais. C'est extraordinaire. Des détails comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la valse du chef de gare. Oui, tout à fait, qui s'appelle aussi la valse des hommes. Ouais. Voilà, que tu le saches. Voilà. Et Jacques, pour te dire, pour te finir, parce que c'est un garçon, moi, qui me fascine. Qui me fascine. La rose, on peut en parler de manière complètement débridée. C'est dommage. Le fameux garçon, tu sais qu'il le surnommait la fleur. Il y a plein de surnoms dans ce milieu, tu le sais ô combien. Donc la fleur. Ce garçon qui doit appris en inversant ses mains. Bon, et dans la pratique technique. Et c'était son droit le plus absolu, c'était un communiste enragé. Il refusait de jouer sur la barque bleue. Ah bon? Oui. Il voulait jouer que sur la barque rouge. Je te jure, c'est authentique. Ah ben ça, tu vois... je te le promets. Je te garantis que... J'en voulais quelques-unes pour te dire, Jacques, à quel point j'aime votre tradition. Et pourquoi j'ai toujours eu la pudeur, Jacques, de ne pas, comment dirais-je, m'immiscer. Autant j'étais plus à l'aise avec mes amis camarguais, parce que j'ai fréquenté des manades très jeunes, parce que j'ai raseté de manière un petit peu amateur. Donc, j'ai été plus à l'aise moi-même. Et là, une forme de pudeur m'a toujours poussé à respecter cette formidable tradition. Et voilà pourquoi, Jacques, quand tu disais tout à l'heure, il est vrai. Jacques, tu vois, tu me rappelais, et ça m'a beaucoup touché, ce que tu viens de dire. Quand tu me dis, Bernard, tu parles d'amour, tu parles je vais la mettre en fond. On va excuse-moi. Vas-y, Jacques, avec un immense plaisir, au contraire. Parce que mon ami Jean-Christophe... Ne t'excuse jamais de me faire écouter la musique. Voilà. Alors, on l'entend de loin, tu vois, je pense. Mais c'est super. Je sais pas. On l'entend là ou pas? Elle est magnifique. Voilà, c'est quelques notes. Valse magnifique, ouais, mais quelques notes, tu vois déjà la... bon, c'est l'ouverture de la Saint-Louis, en vérité, Jacques, c'est peut-être pas la plus populaire, mais c'est l'ouverture de la Saint-Louis qui s'appelle aussi donc la valse des hommes. Mais donc tu vois, c'était ce geste-là, le chef de gare payait le grand Jean et le mec qui arrivait de Christophe le grand Jacques et Jean de Villeneuve. Voilà, c'est des choses extraordinaires, Jacques. Voilà, ça n'a pas de prix tout ça. Et Jacques, donc quand tu disais tout à l'heure, c'est vrai, transmettre, Jacques. Peut-être nous on emploie davantage le mot instruire. Et un mot qui m'est cher, Jacques, pourquoi le mot conservatoire, Jacques? On conserve une tradition. Tu vois ce que je veux dire? Et de nature, on la transmet. Mais Jacques, voilà, on est tous unis. Tu vois, Jacques, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, parce que je le pense véritablement, vraiment. Je t'assure que je le pense intensément. C'est des rendez-vous, je ne me permettrai pas, restons humbles, ce n'est pas des rendez-vous historiques demain. C'est des rendez-vous importants, Jacques. C'est l'occasion, il n'y a que l'union qui fait la force. Tu la connais, cette expression, comme moi. Demain, c'est l'opportunité d'avoir l'union sacrée autour d'une passion commune entre tous, relayée par un choix qui donne de l'argent public pour toujours davantage valoriser le patrimoine. On a pu l'entendre, Jean-Christophe, je te rassure, j'ai pu la faire entendre aux auditeurs. Mais merci, Fig. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais tu as des Excuse-moi, je t'ai coupé, Bernard. Non, mais c'est d'un élan, Jacques, je t'en prie. C'est d'un élan, Jacques. Tu vois, rien qu'un mot sur ça, ça ne peut que aussi intéresser tes auditeurs, je l'espère. Tu vois ce qu'on vient d'écouter, cette valse-là, que ça soit la bourse, que ça soit Chibille, que ça soit peut-être même plus que l'incontournable charge où l'homme tombe à l'eau. Le fameux défilé Covid, c'est d'une richesse dans la mélodie, Jacques. Je te jure que peut-être, si tu me fais l'amitié de m'inviter une autre fois, sans, je l'espère, lasser tes auditeurs, je pourrais leur donner 4 exemples entre une racine, par exemple, de musique classique ou de jazz, et pourquoi la rythmique a été remployée
par ces compositeurs de musique de joute, que ce soit un bio, que ce soit des tas d'autres, les frères Briançon qu'on n'a pas cités, qui sont énormes. Mais Jacques, tu as une forme, par exemple, allez, je te dirais essentiellement, tu as souvent des montées ascensionnelles de notes. Toi qui disais tout à l'heure que tu les entendais à peine, fallait que tu triches en regardant les doigts de Mademoiselle Sauvé. Ben Jacques, par exemple, tu as toujours cette ascension vers le lumineux, vers le soleil, vers le roi de la fête. Parce que sans lui, il n'y a pas de Saint-Louis. T'as compris, Jacques? Absolument. Tu vois, en fond, je vais mettre le défilé de la rose, tiens. Ben, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Hein. Je ne sais pas si on va l'entendre. Voilà, tu vois. C'est de l'improvisation totale. Hein, là. Mais Jacques, c'est magnifique. Et tu vois ce que je disais pour tes auditeurs? Tu vois le... Tu as ce pim-pa-di-da. Eh bien, s'il n'y avait pas ce que les savants appellent une noire pointe des croches, tu n'aurais pas cette sensation de marche, de bonté, de générosité. Ce rythme est très important. Je te change le rythme, ça sonne plus du tout pareil, Jacques. Ouais, mais ça... Il y a beaucoup d'air, moi, que j'aime. Mais bien sûr, c'est merveilleusement écrit, Jacques. C'est une musique qui mérite le plus grand respect. C'est tout sauf n'importe quoi. Je te l'affirme. Ce n'est pas seulement dû à des autodidactes et c'est pas mal ce qu'ils font. C'est très très bien ficelé, c'est historique, ça respecte des pas de danse essentiellement. C'est remarquable. Ah ouais. Tu veux en écouter une autre Bah, le défilé Covid, si tu l'as le défilé Covid ou pas? Bien sûr. Voilà. C'est le disque d'Alain Charrier et de Philippe Carcassé. Magnifique ça. Tu as quelque chose de beaucoup plus presque classico-romantique, chaloupé. Oui. Tu vois, Jacques, et tu imagine-toi, c'est pas du tout la valse des barques, mais tu imaginerais que les barques sont à l'arrêt et flottent au gré d'une légère brise. C'est magnifique, hein. Toujours ce truc langoureux. C'est magnifique, Jacques, franchement. Et là, tu as un côté beaucoup plus séducteur que la musique qu'on a écoutée tout à l'heure, beaucoup plus liée à de la dynamique de marche. Extraordinaire. Mais tu as toute une étude à faire. Je veux dire, tu peux pousser très loin la musique des joutes. Tu peux la travailler en conservatoire. Combien, Jacques? Moi, je te fais 1 an d'instruction dans une classe de formation musicale qu'avec les joutes. Et c'est ça, Jacques, que je vais me permettre de conseiller pour continuer à comment dirais-je, à glorifier cette tradition. Et puisqu'on a parlé de Jean-Louis et de son tonton Antoine, voilà l'air de Toette. Allez, Toette. Allez. Ça, c'est différent encore, hein. Tu vois, toujours ce deuxième, le premier au bois qui montait plus haut, qui se dégage vers de l'ascendant. Tu vois, c'est essentiellement quand même des mélodies, Jacques, qui vont vers la beauté, vers le soleil, vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas innocent. C'est des musiques qui, de nature, tu la prends, engendrent le partage, l'amitié, la fête. Si tu mets des mélodies descendantes, tu as plus de tristesse, tu as plus d'un côté mélancolique. Mais les mecs, mais même Jacques, s'il ne le savait pas, l'important c'est justement qu'il ait ressenti. Tu te rends compte quelle beauté, quelle tradition, quelle culture. Attends. Voilà, il y en a un disque plein. Hein. C'était le disque de Philippe Carcassé, et d'Alain Charrier. Je sais pas s'il y en a après. Bon, on n'a pas les Agatois, autrement il y a la Datenko, mais autrement il y a. Mais tu as tout. Jacques a souligné par exemple qu'ils ont repris, et c'est tout à leur honneur, ils ont repris la Coupe au Santo qu'ils ont aussi intégré dans leur tradition. Parce que bien sûr, elle en fait partie, tu le sais très bien, c'est Catalan qui avait offert une coupe d'argent, etc. Absolument. Donc ça couvre tout cet amour qui unit, et même les Provençaux, tu le sais, autour de Mistral, Philippe Bridge, pour une personne qui l'avait aidé, bon, tu connais l'histoire de la Coupe Santo, et autant c'est l'hymne aussi de Provence et de la Bouvine camarguaise. Tu sais que d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire à tes auditeurs, il faut 3 couplets.
Et c'est seulement, les gens ne le savent pas, c'est seulement au troisième couplet qu'il faut se lever. C'est là que les manadiers montent le trident, sinon le trident est au repos. Et c'est là qu'ils se découvrent. Et c'est seulement au troisième couplet, les premiers Provençaux vencent la coupe, donc vieux peuple féri libre, tu ne dois pas te lever. C'est seulement au troisième couplet. Et Jacques, ça ne s'applaudit pas. Oui. C'est un hymne, il ne s'applaudit pas. La composante devrait ne pas s'applaudir. Eh bien, tu t'aperçois que dans la musique des joutes, d'ailleurs, je ne crois pas te dire de bêtises, c'est dans le disque d'Alain et de Philippe. Et c'est remarquable qu'il y ait fusion entre ces passions. Et Jacques, je le redis, d'ailleurs, ça me ferait énormément plaisir, si je suis un jour, bien plus tard, à nouveau ton invité, eh ben, on pourra faire le parallèle. Je t'en livre un autre. Pourquoi cette tenue immaculée blanche entre nos amis jouteurs et les raseteurs? Et alors pourquoi? Eh bien, Jacques, parce que je pense que l'historique, on n'a jamais pu me la dire vraiment. N'oublie pas que c'était des chevaliers, tu le sais, les premiers auraient paré du temps des Gomorrhes, qui est l'embarcation de notre bon Saint-Louis, de notre Louis IX. Des chevaliers arrivaient à se dévêtir, ils ne gardaient qu'en vérité, ils étaient très souvent. Alors, tu peux toujours imaginer, peut-être qu'ils avaient déjà les toges de croisés, mais je ne pense pas du tout. Mais ils se dépouillaient de leur armure et tout ça, qui était considérablement lourde. Mais peut-être, Jacques, dans les deux traditions, c'est la pureté de la démarche. Tu vas affronter le biao, tu vas affronter la bête à cornes, les jouteurs s'affrontent entre eux dans la dignité et le respect de l'autre, c'est immaculé, c'est franc, c'est net. Avec peut-être cette hantise, c'est peut-être... Moi, ça m'a toujours fait penser à ça, Jacques. Je te livre juste cette pensée, ça m'a toujours fait penser à ça, avec toujours ce danger des épures dangereuses. Pas forcément parce qu'il y a une faute de pavois, parce qu'une épure est une épure. Elle peut glisser. Et le cornuche et les raseteurs, personne ne le maîtrise. Il peut aller plus vite que toi en te coupant un rasé. Et d'un seul coup, c'est tenu, comme j'ai eu malheureusement le destin d'avoir le voir en arène, c'est tenu ou avec des joutes, Dieu merci, sans des blessures trop graves, auxquelles j'ai assisté. Même, j'ai vu des oreilles très abondamment saignées, vraiment coupées. D'ailleurs, un excellent trompettiste de chez nous, il ne m'en voudra pas, je mange un peu son nom actuellement, après avoir été vainqueur du tournoi des moyens, il a pris les purs en pleine lèvre le lendemain. Son nom, si tu le retrouves excellent, très bon trompettiste, et puis un charmant garçon, il m'en voudra pas. Il joue au pavois d'or. Voilà, et donc cet ami était grièvement blessé, et d'ailleurs il a toute mon admiration d'être revenu, il rejoue très très correctement de la trompette, alors qu'il s'était fait briser les dents et tout ça. Mais Jacques, pour finir cette image symbolique, ces tenues blanches qui peuvent être d'un seul coup tachées de manière dramatique de sang. Voilà. Allez, on va finir avec ça. Tu vois, hein, on trouve tout. Hein. Ici, on trouve tout. Tumberà nostre nazioni, cupo santo e versando, ueggia plembo, ueggia boride strambo, et la bande fort. Voilà, écoute, et pour finir, notre générique, en tout cas, Bernard, moi je te remercie vivement. Merci beaucoup. Tu m'avais dit, Jacques, 1 heure, qu'est-ce qu'on va se dire? Mais tu vois, on a fait plus d'1 heure. Avec toi, on ne voit pas le temps passer. Mais ça a été du bonheur, Jacques. C'est moi qui te remercie. Ça a été un très très grand plaisir. Merci beaucoup. Donc Bernard Delpy, qui était notre premier invité. Ben écoute, l'année prochaine, je pense que je t'inviterai encore. Hein. Mais avec plaisir, Jacques. Tu viendras un jeudi, comme ça. C'est dans la partie magazine qui est réservée à nos invités qui font les joutes, mais à leur manière, hein, en apportant un plus. Et tu as apporté un grand plus. Ça sera avec plaisir. Jacques, merci de ton invitation et bonsoir à tous tes auditeurs. Merci beaucoup. On va continuer. Ne partez pas.